Il y a eu un énorme manque de rigueur et probablement même une entrave aux standards journalistiques par la CBC dans toute cette histoire. J'ai pu démystifier le tout moi-même en me basant uniquement sur du matériel trouvé en ligne. Il ne m'aura fallu que peu de temps pour découvrir qui était réellement cet homme. Vol, agression, viol, arnaque et fraude. Comment ont-ils pu être aussi insoucieux de tous ces détails? Est-ce de la négligence, un manque de professionnalisme ou possiblement même délibéré? Ceci est ma dernière vidéo d'une série de 3 sur les mensonges propagés par la CBC en rapport avec l'histoire de l'homme prétendument exploité par le convoi de la liberté à Ottawa. Vous pouvez regarder mes reportages précédents au mediafactcheck.ca. Depuis que l'histoire a été publiée presque sans vérification ni enquête, j'ai tout de suite senti que quelque chose ne tournait pas rond. Aujourd'hui, je clôt le dossier sur Martin Engelhardt, l'homme en question, et je suis pas mal contente d'en avoir fini avec lui. La CBC a fait un très bon travail. Pourquoi? Ils ont utilisé un ancien arnaqueur avoué pour attaquer le convoi de la liberté qui est allé à Ottawa pendant 4 semaines pour manifester contre les confinements et mesures sanitaires. Arnaqueur ou scam artist ne sont pas mes mots. Écoutez ceci. And the thing is like everybody's like saying I'm a scam artist. I was a scam artist, and I don't deny it. I don't deny that I lied to a lot of people, but I was lost in my way. And then instead of stealing and ended up in jail, I kind of, made up story, and it's okay. Un homme au lourd passé criminel qui a fait des choses assez louches et questionnables dans le passé. Et comme j'ai pu le constater, il continue toujours d'en faire à ce jour. Les médias à travers le monde, suivant l'exemple de la CBC, l'ont dépeint en tant qu'une pauvre victime bienveillante du convoi, simplement parce qu'il détestait le convoi. Mais qui sont les vraies victimes dans toute cette histoire? Si vous souhaitez toujours avoir la vérité, suivez notre nouveau site web mediafactcheck.ca. Et s'il vous plaît, partagez-la autant que possible afin d'informer les autres de toute la désinformation que les médias traditionnels propagent dans la société. J'enquête sur Martin Engelhardt depuis déjà presque 2 semaines maintenant, avec bien moins de ressources que la grande société d'État qu'on appelle la CBC. Voici à quel point les médias tiennent à maintenir une ligne de pensée fixe pour suivre leur narratif tout en omettant volontairement des informations cruciales que le public a le droit de savoir s'ils veulent pouvoir avoir une opinion informée à propos des histoires qui sont présentées. Commençons avec ce que la CBC a rapporté, que le compte de banque de Martin Engelhardt était encore gelé dû aux répercussions de sa participation au convoi de la liberté d'Ottawa. Comme plusieurs autres personnes innocentes qui ont vu leur compte de banque se faire geler pour avoir eu la mauvaise opinion sur les confinements et les vaccins. Premièrement, mentionnons qu'Engelhardt a plus qu'un compte bancaire au Canada. Il m'a confirmé que ce qu'il avait dit à la CBC était faux lorsqu'il m'a téléphoné. Écoutez ça. Okay, I have a bank conversation with my bank that happened, 2 days ago. Yeah, but your bank is not frozen. It's just on hold because of fraud. What he said to you? That means it's not frozen. Yeah, but it doesn't matter. I can't receive e-transfer and everything, but that's not the point. Vous avez bien entendu. Son compte de banque n'a pas été gelé à cause du convoi, mais bien parce qu'il y aurait eu un transfert d'argent frauduleux et ce montant est présentement retenu pour une enquête de fraude. Un autre mensonge déboulonné. N'oubliez également pas que ce dernier reçoit de l'aide financière de 2 provinces différentes à la fois. La CBC avait la preuve de leur côté, mais ont choisi de ne pas s'en servir car ça nuisait à l'image de pauvres victimes qu'ils tentaient de dresser. Ils avaient les mêmes captures d'écran montrant les transactions de différentes provinces que celles que j'ai. Pour ce qui est de la voiture de M. Engelhardt, CBC a dit « La Dodge Caravan d'Engelhardt a également été saisie. Elle reste en fourrière et Engelhardt dit qu'il n'a pas les moyens de la récupérer. »
Dans une vidéo, Engelhardt a exhibé sa contravention devant la caméra ainsi qu'une nouvelle voiture dont je pouvais voir la plaque d'immatriculation. Suite à un échange avec un policier, ce dernier m'a dit qu'Engelhardt n'avait plus le droit de conduire. Je me suis rendue sur le site du ministère du Transport d'Ottawa pour y faire quelques recherches. Martin Engelhardt n'a plus le droit de conduire depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que c'est pour ça que son véhicule, qui était déjà dans un piètre état, selon plusieurs, a été remorqué? Comment aurait-il pu avoir ce véhicule sans avoir de permis? C'est impossible, à moins qu'il l'ait fait illégalement, bien sûr. C'était probablement plus commode d'en racheter un autre avec tous les dons qu'il a amassés, puisque de toute manière, sa voiture était due pour être changée prochainement. Et voilà un autre mensonge de déboulonner. Depuis son plus jeune temps, Martin Engelhardt a été quelqu'un d'instable. La CBC avait fait un reportage sur sa disparition en 2018, spécifiant qu'on devait craindre pour son bien-être et sa santé. Donc même les archives de CBC démontrent qu'il était troublé. Plusieurs personnes m'ont dit avoir connu Engelhardt depuis avant le convoi et qu'il récoltait des dons offerts par les gens après qu'ils aient entendu son histoire. This isn't the first time I've heard of Martin Joseph. In fact, the first time Martin Joseph came on my radar was 2 years ago when he started posting in Facebook groups looking for help getting back to St. Rupert after having lost a job due to COVID. At that point, he had also spent his entire life savings. There was a Facebook group that was created at that point in time in order to be able to help Martin out. That group still exists. I am still a part of that group. And boy, oh boy, there are people definitely questioning whether or not he was even sincere back then, because a lot of money was pulled together in order to get him back to Prince Rupert. Plusieurs personnes ont donné des milliers de dollars à cet homme. Mais qui est donc Martin Engelhardt? Voyant que M. Engelhardt semblait instable et frauduleux, en plus qu'il avait souvent évoqué des menaces de suicide envers des gens, du convoi et même envers moi, j'ai poussé mon enquête un peu plus loin, tout en m'assurant de ne rien déclencher chez lui. J'ai découvert sur le site de la BANQ numérique un article du journal Le Quotidien datant de 2003. Voici les grandes lignes de l'article en question. Martin Engelhardt, 23 ans, a été condamné hier à une peine de 2 ans de pénitencier pour un vol de 60 $ dans un commerce de l'arrondissement de Chicoutimi. Le récidivisme avait demandé par la voix de son avocate la possibilité d'effectuer des travaux communautaires en guise de sentence, ce que le juge n'a nullement retenu. Malgré son jeune âge, Engelhardt venait de terminer la presque totalité d'une précédente peine de 4 ans de pénitencier pour la séquestration et le viol d'une adolescente de 14 ans en 1999, alors qu'il se savait atteint du sida. Dès sa sortie du pénitencier le 23 mai dernier, Engelhardt était sous le coup de 15 conditions comprises dans une ordonnance de garder la paix en raison du danger qu'il constitue pour la société. Martin Engelhardt, qui aura bientôt 42 ans en avril, en avait 23 en 2003. C'est à cet instant que je me suis rendue au plumitif du Palais de justice de Québec afin de confirmer qu'il s'agissait bel et bien du même homme. M. Engelhardt a un dossier criminel et pénal assez étendu. Au Québec, seulement, son dossier est assez impressionnant. Les 2 procès indiqués dans l'article du Quotidien de 2003 apparaissent bel et bien dans son dossier. Imaginez sa victime de viol, qui n'était qu'une adolescente à cette époque, voir son agresseur se faire passer pour une pauvre victime désabusée par le convoi des camionneurs et qu'en plus, voir les gens lui donner de l'argent à la suite d'un reportage diffusé nationalement par les médias grand public. Comment ça l'a fait sentir, elle? Il y a eu un énorme manque de rigueur et probablement même une entrave aux standards journalistiques par la CBC dans toute cette histoire. J'ai pu démystifier le tout moi-même en me basant uniquement sur du matériel trouvé en ligne. Il ne m'aura fallu que peu de temps pour découvrir qui était réellement cet homme. Vol, agression, viol, arnaque et fraude. Comment ont-ils pu être aussi insoucieux de tous ces détails? Est-ce de la négligence, un manque de professionnalisme ou possiblement même délibéré?
Plusieurs autres de nos reportages à venir feront enquête sur la rigueur journalistique des grands médias. Si, comme moi, vous voulez connaître la vérité, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de visiter le média factcheck.ca si vous voulez d'autres reportages de ce genre. Sur ce site web, vous pouvez aussi donner généreusement pour nous aider à continuer de faire ces précieuses enquêtes et notre journalisme indépendant. C'était Alexa pour Rebel News. Nous avons essayé de contacter M. Martin Engelhardt pour lui permettre de s'expliquer et ensuite de répondre à nos questions. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu aucune nouvelle de sa part. Si vous désirez encourager notre journalisme, vous pouvez le faire sur mediafactcheck.ca. Mais également, si vous désirez nous encourager également d'une autre manière, nous avons rebelnewsstore.com et sur ce site web, vous pouvez acheter chandail, t-shirt ou autres items qui représentent notre compagnie.